Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, Madame Jean, retenue par d'autres réunions et à Paris, devait nous quitter. Nous en sommes arrivés au terme de cette cérémonie de rentrée. Et il semble être un passage obligé de chaque rentrée académique, et ça depuis quand même quelques années, et dans toutes les universités, d'aborder au moins deux thèmes, celui du refinancement et celui du décret paysage. Alors sur le premier, il y a une belle unanimité à laquelle s'associe d'ailleurs notre ministre, je me permets le possessif, en tout cas le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias. Et je n'oublie pas l'économie, l'innovation, l'entrepreneuriat. Il faut refinancer l'enseignement supérieur et tout particulièrement, je me permets de le dire, les universités qui ont connu un très net définancement par tête d'étudiants depuis que l'on a fermé leur enveloppe d'allocation. Gageons que le prochain conclave budgétaire du gouvernement de la communauté française nous apportera de bonnes nouvelles, sans quoi il faudrait craindre que nos dirigeants politiques n'aient rien compris aux enjeux qu'il leur appartient d'affronter. Le second thème, quant à lui, est une intarissable source de commentaires, de lamentations, d'emportements, de diatribes, de dépressions parfois, et même de recours. On ne parlerait pas toujours la même langue entre institutions d'enseignement supérieur. Ah, ça c'est du pain béni pour la presse quand l'été rend l'information un peu plus rare. Que pensez-vous du décret Marcourt ? Quelles conclusions tirez-vous de la mise en œuvre du décret Marcourt ? Quelles seront les conséquences du décret Marcourt ? À cela, le ministre Marcourt du décret répondait dans les colonnes du Soir, il y a une semaine environ, qu'il s'agissait d'une véritable révolution. Et monsieur le ministre, je vous rejoins sur ce point. Néanmoins, vous ne précisiez pas, et je le comprends, si vous voyez ça comme une révolution orange, ou comme la révolution des œillets, comme une révolution culturelle, ou comme celle qui a vu l'instauration de la terreur. Et j'ai d'ailleurs cru que d'aucuns avaient pu craindre que la noblesse ait désormais à parler aux tiers-États. En tout cas, compte tenu de la période de l'année, on pourrait croire à une révolution d'octobre. Radicale, mais fragile. Quoi qu'il en soit, les normes ont changé. La notion même de réussite est aujourd'hui à reconstruire pour la plupart des étudiants et alors certainement pour leurs parents. Pensez-vous, c'est jusqu'au principal synonyme de réussir qui devient obsolète. Ne disions-nous pas « je passe » pour dire « j'ai réussi » ? Eh bien, désormais, on passe même quand on a échoué. Et il faudra désormais faire preuve d'une pédagogie accrue pour éviter, d'ailleurs, ce qui m'apparaît vraiment l'un des défis majeurs de la mise en œuvre de cette révolution, à savoir le risque d'allongement du nombre d'études. Ce sera sans doute le véritable test de ce décret. Mais dans quelques années. Dans quelques années parce que, pour l'heure, de grâce, qu'on nous laisse un peu de temps, qu'on laisse un peu de temps aux sans-culottes. Mais surtout, que l'on évite de légiférer à nouveau pour combler le moindre interstice de liberté entre deux articles. Ma position apparaîtra sans doute à contre-courant du fleuve des récriminations. Mais les hésitations et quelques incohérences, il est vrai, sont le prix de l'autonomie et de la liberté des établissements et des jurys. La mécanique doit se roder. Laissons-lui le temps de s'adapter aux usages révolutionnaires. Surtout,
Ne sautons pas d'une révision du décret en exégèse des délégués et commissaires du gouvernement, j'en ai au moins vu 2, anciens et présents, en vertu du principe selon lequel la nature aurait peur du vide. La nature peut-être, mais les enseignants et les jurys, conscients des devoirs de leur liberté, s'en accommoderont. L'autonomie ne pourra pas s'assimiler à l'inéquité, bien sûr, mais ne tuons pas non plus ce respect de nos institutions qui réside dans une certaine latitude, toute relative d'ailleurs, qu'autorisent quelques articles indéfinis du dit décret. Je pense surtout en cette rentrée à toutes celles et à tous ceux, académiques, scientifiques et membres du personnel administratif, technique ou de gestion, qui consacrent leur énergie à la mise en bière du concept d'année académique. Je voudrais les remercier pour les efforts qu'ils consentent à faire en sorte que, quel que soit le système qui nous est proposé, nous puissions offrir à nos 25 000 étudiants la meilleure formation qui soit, fondée sur une recherche de qualité dont la réputation internationale demeure le premier garant. Les décrets font changer les cadres des institutions. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'une institution publique, c'est d'abord et avant tout des hommes et des femmes qui réalisent un projet ensemble, si possible au service du plus grand nombre. Alors parlons donc de projet. Et vous prendrez ça pour une facétie de fin de rectorat ou pour une contagion du dernier film de Jaco van Dormael, mais cette année, j'entamerai ma réflexion par une citation biblique. Et bien sûr par la Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait un seul langage et un seul parler. Or, il advint, quand les hommes partirent de l'Orient, qu'ils rencontrèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils demeurèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, briquetons les briques et flambons-les à la flambée ?» Avec l'accent. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont la tête soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, c'est important, pour que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. » Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et Yahvé dit, « Voici que tous forment un seul peuple et ont un seul langage. S'ils commencent à faire cela, rien désormais ne leur sera impossible de tout ce qu'ils décideront de faire. Allons, descendons et ici même confondons leur langage en sorte qu'ils ne se comprennent plus le langage des uns des autres. » Vous voyez très bien, loi 1285. Puis, Yahvé les dispersa de là sur la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Là, en effet, Yahvé confondit le langage de toute la terre. C'est une étymologie fantaisiste de l'hébreu, balal, brouillé. Et de là, Yahvé les dispersa sur la surface de toute la terre. Ceci déjà pour nous rappeler que la tour de Babel n'est pas l'endroit où l'on parlait toutes les langues, mais bien celui où l'on n'en parlait qu'une seule. L'endroit de l'autonomie humaine, certains diront la démesure, qui, par l'unicité de la langue et dès lors par l'espoir d'une forme d'harmonie universelle, entraîna le courroux divin. La multiplicité des langues apparaît ici comme une malédiction divine, une punition, d'autres termes, qui devait contraindre les hommes à ne pas s'entendre, au sens premier du terme. On ne s'attardera pas trop sur le fait que cette conception monogénétique de l'histoire des langues, qui prête à une langue primordiale l'origine de toutes les autres, soit aujourd'hui combattue par certains linguistes au profit d'un polygénétisme, rendant la diversité linguistique concomitante de l'apparition même des langues. On soulignera plutôt que cette vision mythique, qui associe d'emblée la force d'un peuple, d'une communauté, à une langue unique, est fondatrice d'une conception historiquement bien répandue. Même s'il faut relever en Europe
par exemple, au moins 2 grandes langues littéraires qui se sont élaborées en dehors du processus de constitution des États. Je pense à l'italien de Dante et à l'allemand de Luther, qui sont restés longtemps le lien entre des peuples désunis. Je ne suis toutefois pas certain qu'il s'agisse a priori, dans ce passage de la Genèse, de la seule évocation des langues. Et j'ai d'ailleurs opté pour la traduction publiée dans la Pléiade et qui leur substitue, ça ne vous aura pas échappé, le langage. Parler la même langue ou des langues réciproquement compréhensibles n'est pas une garantie contre la mésentente. Parlez-en aux Serbes et aux Croates. Une langue commune ne suffit pas à garantir une communauté de culture. Parlez-en aux Flamands et aux Hollandais. Mais dans tous les cas de figure, une langue est l'expression partielle d'une culture dont elle fait d'ailleurs intégralement partie. Alors brouiller les langues, c'est diversifier les cultures, faire en sorte que les hommes ne partagent pas totalement les mêmes concepts, les mêmes valeurs, les mêmes principes. Et il y en a des langues. Probablement plus de 6000 si l'on suit l'UNESCO et si l'on admet les dialectes, puisque les langues, comme le disait Max Weinreich, ne sont que des dialectes pourvus d'une armée et d'une flotte. Sur cette base, les politiques linguistiques devraient s'assimiler à une défense de la biodiversité. La préservation des langues serait une condition indispensable à la conservation des cultures. Et la richesse du monde est à l'aune de sa diversité culturelle. Parmi les chantres de ce combat pour la diversité des langues, Claude Agege, professeur honoraire au Collège de France, que nous accueillions ici même hier soir, écrivait, je le cite, « Les langues sont bien davantage que des espèces vivantes. Elles sont situées au plus profond de l'humanité. Une langue est aussi une certaine façon de ressentir, d'imaginer, de penser. Défendre son âme face aux périls qui la menacent, cela commande de livrer combat. Face à la prétendue mondialisation, la lutte pour la pluralité des cultures et des langues est une des formes de l'action humaine pour inverser le cours apparemment inéluctable des choses du monde. » En moins de mots, il faut le dire, Fellini disait « Chaque langue voit le monde d'une manière différente. » On est donc constamment en tension, et on le fut de tout temps, entre, d'une part, la volonté d'une entente universelle qui permettrait à tous les hommes de se comprendre, c'est-à-dire de parler la même langue, mais aussi le même langage, principe auquel notre université est fortement attachée. Et d'autre part, la volonté de préserver la différence culturelle, les différences linguistiques, pour conserver la richesse, et sans doute d'ailleurs l'intérêt, des rencontres et des échanges. Cette tension, nous la retrouvons au sein même du monde académique. En effet, le monde académique est, par définition, et j'y reviendrai d'ailleurs dans un instant, un monde global, universel. Je ne dois certainement pas vous rappeler que la racine qui compose le mot « université », du nom « univers », je ne dois certainement pas non plus insister sur l'extraordinaire diffusion de ce radical dans une multitude de langues, du russe au turc en passant par l'hébreu, l'azéri ou le letton. L'université et le monde académique en général ont ainsi cultivé depuis l'origine de l'institution cette ferme volonté de créer une unité globale. La science elle-même a cette prétention depuis au moins le XVIIIe siècle et a largement soutenu le principe de l'universalisme, à tout le moins philosophique, je ne parle pas aussi des universalismes religieux. À ce titre, le latin, jadis, l'anglais, aujourd'hui, sont l'expression linguistique de ce monolithe académique, de cette Babel universitaire. Si l'objectif d'une publication est d'être lue, la rédaction en anglais est certainement le moyen de toucher à cette universalisation du savoir. De même, si l'on veut pouvoir développer la mobilité des étudiants au sein de ce nouvel horizon académique, qui s'étend aujourd'hui à toutes les parties de la Terre, il faut pouvoir accueillir efficacement les étudiants, nombreux, qui nous rejoignent, et partager notre savoir, parfois très spécifique, dans une langue largement pratiquée. Certes. Mais par ailleurs, une partie de la science, principalement dans les sciences sociales et humaines, a souvent fait prévaloir la nécessité de laisser s'exprimer des sensibilités locales particulières. Au moins depuis le XIXe siècle, certaines écoles de pensée
se sont développées en cohérence avec une culture locale qui influençait grandement la perception d'une société, d'un phénomène historique, voire d'un mécanisme économique. Partant, la diversité des langues utilisées dans les publications et les communications scientifiques est venue en appui de cette diversité, de cette spécificité locale des sciences humaines et sociales. Tant il est vrai aussi, n'en déplaise à certains, que l'on n'écrit pas nécessairement la même chose en anglais, en français, en allemand, en italien. D'autres diront aussi qu'en matière d'enseignement, il faut maîtriser pleinement une langue pour être en mesure de faire passer la subtilité d'une pensée, la nuance d'un commentaire profond, et que dès lors, le tout à l'anglais parlé par des non-anglophones n'est pas nécessairement la voie vers un enseignement nuancé et inspirant. Et bien sûr, même dans le domaine des sciences dites exactes ou naturelles. Nous devons donc tenir compte de ces deux points de vue, et ceci entraîne plusieurs conséquences au plan académique. Tout d'abord, dans les évaluations, il ne saurait être question de limiter l'impact des publications dans d'autres langues que l'anglais, mais j'ajouterais, pour autant que son utilisation se justifie, tantôt par le public visé, tantôt par une spécificité de l'objet. L'objectif de tout académique devrait bien sûr être de pouvoir maîtriser de manière satisfaisante l'anglais en plus de sa propre langue et, pourquoi pas, d'autres langues usuelles ou culturelles. 2. Il faut défendre l'intérêt culturel des langues et par conséquent être en mesure d'offrir un enseignement de qualité dans une grande variété de langues. Pour sa part, l'ULB est et reste une université francophone et il importe de nous afficher comme telle. Mais ceci ne doit pas signifier que le français doive constituer la seule langue d'enseignement. Comment pourrait-on d'ailleurs justifier que l'on critique le monopole linguistique de l'anglais en établissant un autre? Par conséquent, nous devons aussi produire des cours en anglais ou dans d'autres langues si la nécessité s'impose, de manière à accueillir un maximum d'étudiants étrangers qui font la richesse d'un milieu universitaire. Enfin, ceci implique aussi que l'on familiarise nos propres étudiants francophones, non seulement à l'anglais, mais aussi à d'autres idiomes, si nous voulons qu'ils aient la liberté de voyager, la liberté d'étudier ailleurs, et au-delà, d'élargir leur horizon professionnel. En d'autres termes, il faut favoriser le multilinguisme comme une compétence universitaire décisive, ce qui s'inscrit d'ailleurs également dans une longue tradition académique. Ce sera l'un des projets pédagogiques que nous lancerons cette année, peut-être en récupérant le projet Tandem, Madame l'autre. Nous devons en effet armer nos étudiants à s'ouvrir à l'international, aux cultures des autres, aux expériences diverses d'autres systèmes d'enseignement et de pensée. L'horizon d'une université est celui du monde, et nous devons favoriser encore davantage la mobilité de nos étudiants. Certes, on me dira que près d'un étudiant sur 4 obtient son diplôme à l'ULB après avoir réalisé une mobilité internationale. Oui, c'est mieux que la recommandation de l'Europe pour 2020, mais je pense que c'est encore insuffisant, tant il est essentiel que la formation universitaire soit confrontée à la dimension internationale. L'ULB s'inscrit dans cette vision d'un monde académique qui pratique l'anglais pour élargir son audience et tenter d'influer sur l'évolution de la science et du monde, mais sans pour autant oublier son inscription dans une culture spécifique. C'est dans cet esprit aussi que nous avons construit avec nos partenaires des universités de Montréal et de Genève une forte association qui s'appuie sur la même orientation linguistique au sens large. Mais ce faisant, l'ULB s'inscrit bien entendu aussi dans un paysage bruxellois qui demeure très original. La population bruxelloise est composée de plus de 33% de ressortissants étrangers. Ceci en fait la deuxième des villes les plus cosmopolites d'Europe. On estime que dans 10 ans seulement, 8 habitants sur 10 auront une autre nationalité que la nationalité belge, ou auront été naturalisés, ou seront nés de parents étrangers. 70% des étrangers sont originaires d'Europe. Et en ce sens, la population étudiante de l'ULB se fond dans le profil de sa ville.
C'est là, en dépit de certaines difficultés liées à la tentation du communautarisme, une richesse extraordinaire, que l'ULB souhaite accompagner par la constitution d'un grand pôle de langue. Au cœur de la capitale de l'Europe, il nous semble indispensable de constituer un foyer actif d'enseignement universitaire des langues, et cela dans toutes leurs dimensions. De la littérature à la traduction, de la grammaire à l'interprétation, de la philologie à la neurolinguistique. Nous sommes heureux, bien sûr, d'accueillir en cette rentrée 2015 une nouvelle formation en traduction et interprétation, à l'issue d'un processus d'intégration de cette catégorie des hautes écoles de Bruxelles et Francisco Ferrer. Un processus qui aura quand même nécessité 10 ans de négociations. On ne peut pas dire qu'on aille vite. Je souhaite donc la bienvenue à nos collègues et aux étudiants qui nous rejoignent. Nous nous inscrivons là d'ailleurs dans une évolution mondiale que nos amis de l'Université de Genève ont également connue lorsqu'ils ont constitué leur faculté de traduction et interprétation en 2011 en intégrant la célèbre école de traduction de Genève. Mais aussi à Montréal, où, au cœur du département de linguistique et de traduction, on aborde cette discipline, si bien que nous sommes désormais outillés pour approfondir, avec nos partenaires privilégiés de la francophonie, de nouvelles collaborations. Et c'est près d'une vingtaine de langues qui seront désormais engagées à l'ULB, enseignées à l'ULB. De l'anglais au chinois, en passant par l'allemand, le néerlandais, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, le russe, l'arabe, le turc, l'hébreu, le tchèque, le polonais, le croate, le slovène, le japonais et même le grec. Et pour mieux faire dialoguer tous les spécialistes des langues vivantes, nous avons réorganisé plusieurs de nos départements et créé, outre une faculté de philosophie et sciences sociales, une faculté de lettres, traduction et communication. Le but n'est en effet pas d'isoler les langues comme des objets de curiosité, mais bien de les confronter à une multitude d'autres objets, d'autres savoirs. Ce grand pôle des langues est ainsi une opportunité pour renforcer l'ULB dans le domaine de la communication interculturelle ou dans celui des relations internationales. De leur côté, les étudiants en traduction ou en interprétation pourront bénéficier de toute la palette des matières enseignées dans une université complète. L'ULB se met de la sorte pleinement au diapason de la capitale de l'Europe. Cette réflexion sur le multilinguisme doit aussi concerner l'enseignement obligatoire, à Bruxelles tout particulièrement. Le groupe de travail chargé par la ministre Milquet de réfléchir au sens, valeurs, objectifs et missions de l'école au XXIe siècle n'a pas escamoté la question de l'enseignement des langues. Non seulement il n'a pas hésité à rappeler que l'éducation à la citoyenneté passait par l'apprentissage de plusieurs langues, mais il a aussi souhaité évoquer l'apprentissage des langues au sein d'un chapitre consacré aux inégalités sociales et culturelles. D'une part, pour rappeler, si besoin était, que la connaissance des langues constituait un facteur d'accès à l'emploi et partant d'émancipation sociale. D'autre part, pour suggérer au passage une plus grande valorisation du multilinguisme de certains étudiants, sans pour autant considérer que la pratique d'une langue signifie sa maîtrise, bien sûr, ainsi qu'une approche plus pragmatique des langues enseignées, un peu plus à travers un rapport d'oralité. Il faut en effet rapidement promouvoir l'émergence d'une société multilingue à Bruxelles. Et n'ayons crainte pour le français. Goethe disait, à raison, que celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue. N'ayons crainte pour le français et n'ayons crainte que le français ne survive au multilinguisme. Claude Agege, encore lui, et ardent défenseur de la langue française, insistait sur l'importance de la confiance en sa langue et en sa culture dans le processus de survie d'un idiome. Soyons donc confiants et pas frileux. Et nous sommes d'ailleurs, depuis quelques années, largement soutenus dans cette confiance par une riche communauté d'origine hexagonale. En effet, parmi les nationalités les plus représentées à Bruxelles, la première position revient aujourd'hui aux Français, dont le nombre a pratiquement doublé en 15 ans. Vous ne serez donc pas étonnés que l'ULB a décrété l'année académique 2015-2016 année de la France.
Ce n'est pas pour célébrer le bicentenaire de la défaite napoléonienne à Waterloo, c'est pour resserrer nos liens avec nos collègues privilégiés, nos collègues français, et notamment avec les universités de Paris-Sorbonne. Mais qui dit fierté d'une culture, dit aussi défense de ses valeurs. Comme le rappelait le prédécesseur de Madame Jean, Abdou Diouf, que Hervé Asquin avait, je crois, fait, docteur honoris causa de notre université, parler la même langue, c'est, je le cite, parler le même langage, celui des principes et des valeurs. Certains se souviendront peut-être que j'avais évoqué dans mon discours de rentrée de l'année dernière le drame syrien. Et à titre d'illustration, l'exil de Mohamed Hassani dans un camp de réfugiés de la région de Urfa en Turquie. J'attirais votre attention sur la situation dramatique de la Syrie et le pillage de son patrimoine. Aujourd'hui, personne ne peut plus ignorer l'ampleur du drame. Les camps de réfugiés ne sont plus cantonnés au Proche-Orient, où je rappelle qu'ils explosent démographiquement et voient régner un ordre particulièrement pénible, sinon scandaleux. Ils sont désormais chez nous. Et notre devoir est d'accueillir ces milliers de réfugiés qui en sont arrivés à ce désespoir extrême qui consiste à tout quitter pour sauver l'essentiel, la vie et la liberté. L'Europe doit accueillir ces Syriens, ces Irakiens, et les universités doivent jouer un rôle essentiel dans cet accueil. La meilleure manière de témoigner notre soutien est sans doute de forcer certaines frilosité politique, pour ne pas dire le pire, et d'agir. Et l'université, comme chaque institution d'Europe, doit agir dans son périmètre traditionnel d'action. C'est non seulement une manière, et son périmètre traditionnel d'action, c'est la recherche et l'enseignement. C'est non seulement une manière d'accueillir, mais aussi, et peut-être même surtout, de favoriser la reconstruction, quand sonnera son heure, de ces pays soumis aujourd'hui à la guerre et à la barbarie. Dans quelques jours, j'aurai l'occasion de soumettre aux différents conseils de notre université un plan d'action pour l'accueil des réfugiés d'Irak et de Syrie. Nous nous devons de tout mettre en place pour faciliter l'accès à nos cours. Mais nous devons aussi contribuer à enseigner le français. Nous devons également témoigner d'une profonde solidarité académique, dans laquelle je me suis d'ores et déjà engagé au plan européen. Aussi aurai-je l'occasion de proposer à l'ULB d'ouvrir 10 chaires d'accueil pour permettre à des académiques, chercheurs, enseignants, réfugiés, de trouver à l'ULB un accueil collégial et l'opportunité de poursuivre leurs recherches dans la plus grande dignité. Je serais heureux que l'on désigne ces chaires d'accueil du nom de cet archéologue syrien qui, à 82 ans, Khaled al-Assad, fut récemment décapité par Daesh pour avoir participé à des colloques scientifiques internationaux et pour avoir collaboré avec des collègues étrangers. Je serais heureux que sa mémoire serve au renforcement de la solidarité académique internationale. Cette solidarité académique doit s'inscrire dans la durée. Elle ne doit pas se faire jour à l'occasion de tel ou tel événement plus ou moins médiatisé. Nous reviendrons également dans les semaines qui viennent sur l'indispensable solidarité que nous devons entretenir vis-à-vis de la Grèce, dont un tiers de la population n'a plus aujourd'hui accès aux soins de santé, ces soins de santé qui sont l'un des piliers de notre démocratie occidentale. Comme les langues, nos solidarités doivent être multiples et s'entretenir régulièrement. Comme dans les langues, les noms nous engagent fort peu, tandis que les verbes le font davantage. Alors peut-être pourrons-nous enfin reconstruire, à tout le moins, une Babel universitaire où chacun partage le langage de l'autre et s'y trouve chez lui. Je vous souhaite une excellente année académique 2015-2016, une année de la France, une année de la francophonie, une année qui verra notre université renforcer son enseignement des langues et sa recherche
dans ce domaine. Mesdames et messieurs, chers amis, je déclare ouverte l'année académique 2015-2016.